Donc, bienvenue à ce webinaire co-organisé par l'association We Take Care et la mutuelle Aesio. Aujourd'hui, nous allons parler de numérique et santé en vous proposant de décrypter les enjeux de la e-santé, donc la santé en ligne, on va voir ce que ça veut dire, et aussi vous donner quelques bonnes pratiques et des ressources utiles pour que vous puissiez être plus à l'aise dans vos démarches de santé sur Internet. Alors, simplement quelques petites règles pratiques avant de se lancer. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que chacun se présente très rapidement dans le chat, juste donner son prénom, voilà, un petit bonjour, histoire de faire le lien. Je l'ai déjà dit plusieurs fois à l'oral, mais je vais vous demander de couper vos micros. Normalement, tout le monde l'a fait jusqu'ici dans les participants, sauf pendant les temps d'échange où à ce moment-là, vous pourrez le rallumer pour poser votre question ou la poser à l'écrit si vous êtes plus à l'aise. Et c'est quand même un temps où je vais vous expliquer un certain nombre de concepts, mais c'est aussi un temps de partage. Donc, n'hésitez pas à échanger dans le chat sur vos expériences. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des choses que vous voulez ajouter, des précisions, n'hésitez pas à les donner dans le chat. Bonjour à Florence, bonjour à Michel, bonjour Caroline, merci d'être présente. Bonjour Richard. Le support que je suis en train de vous présenter vous sera aussi envoyé par email à l'issue de ce webinaire. Et tous les liens dont on parle seront accessibles dans ce support. Donc, quand on parle d'une ressource en particulier ou d'un site web qui pourrait être utile, vous pourrez y accéder grâce au support que vous allez recevoir. On va commencer par se présenter. Donc, moi, je m'appelle Martin Bonisso. Et je travaille pour l'association We Take Care, au sein de laquelle je suis chef de projet. C'est une association qui œuvre dans le domaine de l'inclusion numérique. Donc, c'est la lutte contre la fracture numérique. Et je vous en dirai un petit peu plus sur les missions de cette association juste après. Et dans un premier temps, je vais laisser la parole à Catherine, qui représente Aesio Mutuelle, qui est à l'origine de l'organisation de ce webinaire. Ah, pardon, alors là, je crois qu'il y a un petit souci de micro. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Voilà, c'est bon, moi je vous entends en tous les cas. Bon, bien merci. Moi, je suis chargée de mission chez Aesio Mutuelle, à la direction de l'engagement et des risques sociétaux. Et voilà, j'ai eu le plaisir de vous proposer avec Aesio Mutuelle cette série de webinaires. Parce que, comme vous le savez, en fait, on a aujourd'hui tout un tas d'outils numériques qui représentent un progrès dans le monde de la santé, notamment pour pouvoir prendre des rendez-vous en ligne, pour pouvoir suivre notre état de santé grâce à certaines applications, et aussi pour les médecins, voilà, pour les patients. Mais quand on n'est pas à l'aise avec ces technologies ou quand on n'y a pas accès, eh bien, c'est un progrès qui peut donner lieu à un sentiment d'exclusion chez certains de nos citoyens et peut-être parmi vous, et aussi ça correspond à un risque d'exclusion. Donc, c'est ce qui a été mis en évidence par un rapport de la Croix-Rouge en 2021, qui exprimait bien le fait que quand on était exclu du numérique, on était aussi exclu de l'accès à la santé et aux soins. Donc, comme vous le savez, Aesio Mutuelle, c'est une mutuelle qui est engagée sur plusieurs thématiques, mais notamment pour un meilleur accès à la santé. On propose déjà depuis 2 ans des ateliers dans nos territoires, des ateliers pour les seniors, pour qu'ils soient un petit peu plus à l'aise avec le numérique. Mais aujourd'hui, grâce à l'association We Take Care et à la plateforme Les Bons Clics, dont va vous parler Martin tout à l'heure, on est heureux de vous proposer toute une série de webinaires sur le numérique en santé et de vous faire découvrir les services numériques qui sont en lien avec la santé, et aussi surtout les services essentiels et qui sont importants à connaître. Donc, notre objectif, c'est bien de permettre à toutes celles et à ceux qui sont peu à l'aise avec le numérique de gagner en confiance et aussi de pouvoir éventuellement être des aidants auprès de leurs proches
pour leur montrer en fait ces outils et se les approprier. Donc, je vous souhaite un bon webinaire à tous et je redonne la parole à Martin. Catherine. On va commencer tout de suite. Donc, moi, je vous ai parlé de l'association pour laquelle je travaille qui s'appelle We Take Care, qui a pour objet de mettre le numérique au service des publics en situation de fragilité numérique. Alors, on ne va pas détailler ça ici, mais la fragilité numérique, ça peut toucher tout le monde, à tout âge, sur des sujets très divers. Donc, nous, on travaille sur tout ce panel de besoins. On réalise des missions de conseil auprès d'organismes publics ou privés pour comprendre les besoins des publics en termes de fragilité numérique. On a aussi développé une plateforme que je vais vous montrer juste après, qui permet d'accéder à des ressources pour être plus à l'aise avec le numérique. Et on travaille aussi sur le pan de la sensibilisation, en travaillant avec d'autres organismes sur des études qui permettent de mettre les choses au clair et sensibiliser sur le sujet de la fragilité numérique. Un peu vite. Donc, les objectifs de ce webinaire, j'ai commencé à les donner, mais je les rappelle, c'est d'actualiser vos connaissances sur le sujet de la santé à l'ère du numérique. Il y a probablement des choses que vous savez, des choses que vous avez peut-être ratées. Donc, on va faire un tour d'horizon là-dessus. C'est vous proposer de découvrir des outils et des ressources utiles et tout de suite utilisables pour réaliser vos démarches en ligne. Le but, c'est que ce soit assez pratique et que si aujourd'hui vous êtes bloqué sur tel ou tel sujet, demain, avec les ressources qu'on va vous présenter, vous puissiez vous en sortir. Et enfin, comme je l'ai déjà dit, c'est un moment de partage, ce webinaire aussi. Donc, n'hésitez pas à donner votre opinion. De toute façon, je vais vous la demander. Et à partager vos difficultés parce que vous n'êtes probablement pas les seuls à en rencontrer. Donc, ça peut être intéressant d'entendre ce que les autres ont à dire sur cette expérience-là. Au niveau du timing, on va passer une grosse heure ensemble, selon le temps que vous avez à consacrer au temps d'échange en fin de webinaire. Dans un premier temps, je vais faire le tour d'un certain nombre de notions qui ont trait à la e-santé de manière assez interactive, c'est-à-dire que je vais vous poser une question à chaque fois, vous allez me donner votre avis, ce que vous en pensez, les exemples qui vous viennent en tête, et ensuite je vais vous présenter quelques notions importantes. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter la plateforme Les Bons Clics, à laquelle vous allez pouvoir vous inscrire à l'issue de ce webinaire et bénéficier de toute une série de ressources qui pourront vous être utiles. Et à la fin, on prendra le temps d'échanger ensemble sur d'éventuelles questions auxquelles on n'aurait pas répondu pendant le webinaire. Alors, afin de permettre une certaine interactivité pendant ce webinaire, on a mis en place un outil qui s'appelle WooClap. Alors, c'est un outil qui va me permettre, moi, de vous poser des questions en live et à vous de pouvoir y répondre. Et ensuite, je pourrai rebondir sur vos réponses. Donc, il y a plusieurs moyens de s'y connecter. Le premier moyen, c'est de prendre le lien qui s'affiche à votre écran, app.wooClap.com/ns pour numérique et santé AESIO. Vous pouvez taper ça soit dans un nouvel onglet de votre navigateur, soit sur votre smartphone si vous en avez un ou si vous en avez un sous la main. Ou alors, vous allez, comme ça doit s'afficher à votre écran, sur le site wooclap.com. Oui, vous avez raison, je vais copier ce lien dans le chat. Ce sera une excellente idée. Hop. Voilà, comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus ou à le copier-coller. Donc, vous pouvez soit taper ce lien, soit copier-coller le lien que je viens de vous mettre dans le chat, soit aller sur wooclap.com et dans le champ où on vous demande le code d'événement, vous tapez NS AESIO, donc comme ça s'affiche à votre écran. Je vais vous laisser une trentaine de secondes pour vous connecter. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à cette plateforme. Je vois que les connexions sont en train d'augmenter, donc normalement, on est sur la bonne voie. Et si jamais vraiment c'est trop compliqué ou si vous avez peur de mal faire ou de perdre la connexion au webinaire, de toute façon, vous pourrez répondre dans le chat à ces questions. Donc, ce n'est pas du tout la seule solution qu'on va utiliser. Mais moi, ça me permet de rassembler toutes vos réponses et de vous les afficher en live à l'écran, donc ça va être plus interactif. Alors, je vois que quelqu'un a déjà envoyé un message sur le WooClap qui nous dit « ça marche ». Donc, apparemment, oui, ça marche, puisque je viens de voir votre message.
Et on est une quinzaine de connectés sur le WOOC Lab. Dites-moi dans le chat ou même au micro si c'est compliqué pour vous. L'idée, c'est vraiment de taper wooklab.com et de saisir le code qui s'affiche dans le code d'événement, ou alors d'aller sur le lien que j'ai mis dans le chat et qui s'affiche à votre écran en ce moment. Ok, on est une bonne quinzaine à être connectés déjà. Je vais vous afficher la première question et vous pouvez toujours vous connecter au fur et à mesure. Ce n'est pas très important. Et encore une fois, si jamais vous n'y arrivez pas, tapez vos réponses dans le chat et moi, je les dirai dans tous les cas. Alors, juste par rapport à la question qui s'affiche dans le chat, je ne comprends pas pourquoi WooClap en plus de la discussion. En fait, c'est simplement que ça va vous permettre parfois de cliquer sur des réponses et donc ne pas vous embêter à taper la réponse en entier. Et donc, ça va être plus simple pour vous de participer. Donc, voilà la première question. Quel service de santé en ligne pouvez-vous citer? Donc, dites-moi tout ce qui vous passe par la tête. Je vois que ça apparaît déjà. J'ai du Amélie, j'ai du Doctolib qui apparaissent. Mutuel, espace santé. Je pense que espace santé, Zainab, vous voulez dire mon espace santé. MSA, Doctolib, ok. C'est beaucoup de Amélie, Doctolib, beaucoup de réponses qui reviennent. Aesio, oui, tout à fait. Vous pouvez faire un certain nombre de démarches sur Aesio en ligne aussi, accéder à certains services qu'on détaillera un peu plus tard. Extranet, tout à fait, évidemment. Amélie, Doctolib. Ok, super. Bah, merci pour vos participations. Pourquoi je vous pose cette question? En fait, c'est parce que c'est vrai que quand on pense e-santé, en fait, on ne se rend pas forcément compte que ça recouvre un grand nombre de réalités. Les services de santé en ligne, ils sont très, très nombreux. En fait, ça recouvre l'ensemble des services numériques au service du bien-être de la personne. Donc, ça va vraiment dans de nombreux domaines. Et même si vous en avez cité finalement un nombre assez réduit, souvent récurrent, Doctolib, Amélie, Aesio, Mon Espace Santé, etc., en fait, on va voir juste après qu'on peut en compter des dizaines et des dizaines de services e-santé. Pour vous donner un peu quelques chiffres clés sur le numérique en santé, en 2020, donc 2020, c'est l'année du Covid, il y a eu 13,5 millions de téléconsultations qui ont été réalisées par des médecins généralistes contre 80 000 en 2019. Donc, on voit que c'est des sujets d'actualité et que les volumes de besoins liés à la e-santé ont vraiment explosé ces dernières années. Si on regarde les applications mobiles liées à la santé, on en compte 350 000 sur les stores, donc difficile de s'y retrouver. C'est aussi pour ça qu'on en discute aujourd'hui. Et 90 000 nouvelles en 2020, donc c'est vraiment des volumes très importants. On compte parmi les Français 88% des personnes qui ont déjà utilisé au moins un service du numérique en santé. Donc c'est probablement votre cas par rapport à Amélie, au site de votre mutuelle ou autre. Et on retrouve le même pourcentage de 88% de personnes qui considèrent que le numérique n'est pas accessible à tous. Donc à la fois, quasiment tous les Français, une écrasante majorité utilisent les services de santé en ligne, mais aussi une écrasante majorité considère que ces services ne sont pas forcément adaptés à tous, d'où le concept de fracture numérique. La e-santé, en fait, on la retrouve, les services de e-santé, on les retrouve tout au long du parcours de soins. On en a qui interviennent avant le soin, pendant le soin et après le soin. Donc, avant le soin, ça peut être utiliser des outils connectés. Si vous connaissez l'application Yuka, par exemple, qui permet de scanner des produits alimentaires pour connaître leur composition, les additifs, etc. En fait, on est déjà dans le domaine de la e-santé. Avant le soin, on a évidemment la thématique de la prise de rendez-vous. Donc là-dessus, notamment avec les services proposés par Aesio Mutuel tels que le réseau de soins carte blanche ou encore médecin direct qui permet de faire de la téléconsultation. On a des services de e-santé qui interviennent pendant le soin et d'autres après le soin, donc pour garder un lien avec les professionnels du soin. Et là, je citerai notamment le service deuxième avis qui est aussi proposé par la mutuelle Aesio et qui permet, comme son nom l'indique, de bénéficier d'un deuxième avis médical après une première consultation. Et pour reboucler avec ce qui a été beaucoup cité, Mon Espace Santé,
Amélie et Doctolib sont aussi bien sûr des services essentiels de e-santé qui interviennent tout au long du parcours de soins, que ça concerne les remboursements, le dossier médical ou bien la téléconsultation et la prise de rendez-vous en ligne. En parallèle de ça, il y a des sujets auxquels on pense un peu moins quand on pense e-santé, mais qui sont aussi très importants. C'est tous les outils qui permettent de renseigner les données de santé, les stocker, les partager. On a quand même cité Mon Espace Santé, mais aussi tous les sites de référence qui permettent de s'informer sur la santé, avec notamment, je citerai santé.fr, qui est un site de référence sur le sujet. Donc voilà, j'espère que ça vous a permis de mesurer un peu l'ampleur de la thématique e-santé et de voir que ça recouvre de nombreux sujets. Donc je vais vous proposer une deuxième question à partir de maintenant, c'est vous êtes-vous déjà connecté sur amélie.fr? Donc là-dessus, pareil, vous pouvez répondre soit dans le chat, soit directement dans l'outil WooClap qu'on vous a proposé. J'ai des oui dans le chat qui apparaissent. Et sur l'outil WooClap, pour l'instant, j'ai 100% de oui. Encore du oui. C'est oui, c'est oui. Voilà, Jean-Luc nous dit oui aussi. Donc là, clairement, on a une grande majorité de personnes qui se sont déjà connectées sur amélie.fr. Et donc, pour nous, ce n'est pas une surprise parce qu'en fait, on constate que via notre réseau d'aidants que l'on accompagne avec l'association We Take Care, on se rend compte que amélie.fr, c'est la plateforme sur laquelle les personnes en fragilité numérique ont le plus de questions ou le plus de besoins d'accompagnement. C'est quasiment 100% des personnes qui sont en fragilité numérique qui posent des questions sur Amélie. Et par la suite, on trouve les plateformes de prise de rendez-vous et de téléconsultation telles que Médecin Direct ou encore Doctolib. Et on a aussi un certain nombre de questions qui portent sur Mon Espace Santé. Donc, quand l'enquête a été faite, il y avait aussi beaucoup de questions sur Tous Anti-Covid. Maintenant, c'est quand même un peu moins d'actualité. Je ne vais pas tout de suite rentrer dans le sujet de ces différents outils, enfin rentrer dans le dur, dans le détail, mais sachez que le webinaire que vous suivez aujourd'hui, c'est le premier d'une série de webinaires qui vont se prolonger sur toute l'année 2023. Et le 19 septembre, on va vous proposer justement un webinaire auquel je vais vous proposer de vous inscrire à la fin, qui portera spécifiquement sur Amélie et les plateformes de prise de rendez-vous en ligne. Donc, on pourra complètement approfondir ce sujet-là de manière très détaillée lors du webinaire du 19 septembre. Et il y aura aussi un webinaire le 14 novembre qui portera sur Mon Espace Santé. Vous aurez, oui, je vois dans le chat que Germaine nous demande si vous aurez une documentation par PDF. Le support que je suis en train de vous présenter vous sera envoyé par mail à l'issue du webinaire. Donc, vous le recevrez effectivement sous format PDF. Donc, voilà, donc les services de e-santé les plus sollicités, ceux qui suscitent le plus de questions, feront l'objet d'un développement spécifique lors de webinaires spécialisés en septembre et en novembre, sachant qu'en octobre, il y aura aussi un autre webinaire qui sera proposé qui, lui, portera plus spécifiquement sur les services auxquels vous avez accès grâce à votre mutuelle Aesio. Alors, maintenant qu'on a fait le tour de ce sujet-là, je vais vous proposer une nouvelle question et quelque chose me dit que vous allez avoir la réponse. Quels outils de prise de rendez-vous en ligne pouvez-vous citer? J'ai du Doctolib qui apparaît à la fois dans le chat et à la fois sur l'outil WooClap. Doctolib, j'ai l'impression qu'il est connu de tous les participants, toutes les participantes. Est-ce que par hasard, il y en a qui sont soit sur le chat, soit Maya, super, qui ont d'autres exemples d'outils de prise de rendez-vous en ligne? Doctolib, Maya, Keldoc, effectivement, dans le chat. Agenda en ligne. Ok, merci pour vos réponses. En
fait, la prise de rendez-vous en ligne, c'est quelque chose qui est jugé souvent extrêmement utile par les personnes qui l'utilisent. Ça permet d'avoir plus de flexibilité sur le moment de la prise de rendez-vous, de trouver des disponibilités à des dates plus proches chez un médecin. Ça permet de prendre rendez-vous à toute heure, alors que les secrétariats ne sont pas forcément ouverts pour la prise de rendez-vous. À nouveau, là, quand nous, on a sondé côté We Take Care les aidants avec lesquels on travaille, ils nous ont répondu que de nombreuses personnes avec qui ils travaillaient avaient loué la praticité et la rapidité de la plateforme Doctolib, donc c'est celle que vous avez beaucoup citée, mais aussi de la prise de rendez-vous en ligne, la fonctionnalité de manière générale. Pendant la crise du Covid, on l'a vu, ces plateformes telles que Doctolib, Keldoc, Maya, etc., ont été à un moment donné totalement indispensables pour trouver des créneaux, que ce soit pour les tests ou pour la vaccination. Donc ça, c'est le côté positif de ce nouvel usage. À côté de ça, on constate aussi que le fait de passer en ligne pour réaliser des usages tels que la prise de rendez-vous, ça a une autre conséquence, c'est que ça a pu éloigner certaines personnes qui étaient déjà plus en difficulté par rapport au numérique des créneaux de disponibilité. C'est-à-dire que pour avoir par exemple un rendez-vous de vaccination, ce sont souvent les personnes, et là je vais vous lire la citation qui s'affiche à l'écran, les personnes qui ont le plus de facilité à avoir accès à Internet peuvent prendre en priorité les places par rapport à celles qui ont un peu plus de difficultés. Donc certes, on met des créneaux de rendez-vous à disposition des gens, mais on s'aperçoit aussi que ceux qui vont s'en saisir le plus facilement, c'est ceux qui maîtrisent l'outil numérique. Donc ça montre qu'à chaque fois qu'on propose un nouvel usage, il faut aussi penser à la mise à disposition de cet usage pour le plus grand nombre. Sur le sujet des plateformes de prise de rendez-vous en ligne, comme je l'ai déjà évoqué sur la slide précédente, on en dira plus lors d'un webinaire dédié le 19 septembre, auquel vous pourrez bien sûr toutes et tous participer. Hop, j'anticipe. Alors, question suivante sur WooClap ou dans le chat, comme d'habitude. Selon vous, laquelle de ces fonctionnalités n'est pas disponible dans mon espace santé? Est-ce que c'est renseigner ses allergies, déclencher un remboursement, consulter un résultat d'analyse ou bien obtenir une attestation de vaccination? Donc là, je vous ai proposé 4 réponses possibles. Dans ces 4, il y a 3 fonctionnalités qui sont présentes sur mon espace santé. Il y en a une qui en est absente, qui n'est pas tout à fait dans la même catégorie que les autres. Est-ce que vous saurez la retrouver? Là, il y a 7 réponses pour l'instant sur WooClap, avec une forte tendance sur déclencher un remboursement. Une personne qui a pensé aussi que consulter un résultat d'analyse, ce n'était pas possible sur mon espace santé. Admin qui nous dit aucune idée, mais c'est une bonne chose parce que je vais vous donner la réponse juste après, donc normalement vous le saurez. Alors, je vois que les réponses se stabilisent. Alors effectivement, administrateur qui nous dit allergie. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas ça la bonne réponse. Vous pouvez renseigner vos allergies sur mon espace santé. Ce n'est pas ça la réponse qu'on cherche. Je vais afficher la bonne réponse. La bonne réponse, c'est déclencher un remboursement. 90% des répondants ont trouvé la bonne réponse. Il y en a probablement parmi vous qui n'ont pas répondu parce que vous ne saviez pas. En fait, déclencher un remboursement, tout ce qui a trait au remboursement, c'est des fonctionnalités qui vont être présentes sur amélie.fr et non pas sur mon espace santé. Et pour y voir plus clair, je vais vous montrer un peu ce que l'on retrouve pour le coup dans mon espace santé. Alors, mon espace santé, c'est un outil numérique qui est relativement récent par rapport à par exemple, amélie.fr auquel vous avez accès depuis plus longtemps. C'est vraiment l'idée de cet espace, c'est de centraliser un certain nombre d'informations et d'échanges de manière sécurisée pour avoir autant que possible un lieu unique pour avoir accès à toutes ces informations à caractère médical. Donc, mon espace santé va permettre de
renseigner des éléments relatifs au suivi de votre santé, que ce soit par exemple les allergies qu'on citait juste avant ou alors des consultations avec des médecins, par exemple des examens. Ça permet de centraliser les résultats de ces examens et si les personnes qui ont réalisé les examens sont connectées à mon espace santé, vous allez retrouver les résultats directement dans mon espace santé. Ça permet aussi, dans une certaine mesure, de partager ces données médicales à son ou à ses médecins et non pas de manière totalement libre, mais en sélectionnant quel médecin aura accès à quelles données. Donc ça, c'est possible de voir de manière assez fine qu'est-ce qu'on partage à qui. Ça permet aussi de bénéficier d'une messagerie sécurisée pour échanger avec des professionnels de santé et aussi d'avoir accès à un catalogue de services avec un certain nombre de services tierces, type Doctolib, qui peuvent être accessibles depuis mon espace santé. Donc Germaine dans le chat nous demande: un médecin peut-il consulter un espace santé? Alors, si le médecin en question a choisi de lui verser ses résultats de consultation, etc., dans mon espace santé, il va pouvoir alimenter l'espace santé de ses patients et il aura accès aux documents de mon espace santé qui auront été sélectionnés pour qu'il les ait en visibilité. Donc, il peut avoir accès, mais pas à l'intégralité des documents présents dedans. Sur le sujet spécifique de mon espace santé, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a un webinaire spécifique qui aura lieu en novembre là-dessus. On a une représentante de mon espace santé qui est coordinatrice, donc c'est vraiment le sujet de prédilection, qui va expliquer en détail comment ça fonctionne. Il y a une question, enfin plutôt une remarque dans le chat qui est très intéressante, qui nous dit les divers intervenants santé ne l'utilisent pas du tout, donc eux aussi doivent être formés. C'est très juste ce que vous dites. Mon espace santé, il y a à la fois pour le patient, les gens comme vous et moi, la possibilité de l'ouvrir ou de ne pas l'ouvrir, mais il faut aussi compter sur les différents professionnels de santé pour aller l'alimenter avec les différentes informations, sinon effectivement ça restera une coquille vide. Voilà pour mon espace santé. Je vais encore vous poser une question, tant qu'on est lancé. Alors, question numéro 5. À votre avis, est-ce que la téléconsultation est prise en charge au même niveau qu'une consultation classique, une consultation en présentiel? À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pour l'instant, j'ai que des oui sur WooClap. J'ai un oui et un non dans le chat. Donc, choisissez votre camp. J'ai un vrai. Est-ce que ça peut dépendre du praticien? On va regarder les détails juste après. Vrai. Alors, effectivement, la majorité a raison. La téléconsultation est effectivement prise en charge au même niveau qu'une consultation classique. Donc, pour ça, il y a quelques petites conditions que je vais vous détailler juste après. Mais avant toute chose, pour vous donner un ordre de grandeur, même si on l'a déjà évoqué en introduction, sachez que la téléconsultation, quand on voit les chiffres qui s'affichent à votre écran, c'est un phénomène qui est relativement nouveau. En 2019, 80 000, en 2020, 13,5 millions. Donc, je vous laisse faire le calcul du rapport entre les deux volumes, entre 2019 et 2020. Là, on parle des consultations les téléconsultations chez les médecins généralistes. En 2021, moins de temps de confinement, donc moins de téléconsultations, mais quand même 9,4 millions. Donc, on voit que c'est une habitude qui s'est franchement développée chez les patients comme chez les praticiens. Aujourd'hui, c'est des volumes élevés, mais il faut se dire que chez les généralistes, ça concerne entre 2 et 5% des consultations réalisées, selon notamment les milieux, que ce soit ruraux ou urbains. Donc, c'est une tendance qui est relativement stable et qui perdure dans le temps. Pour faire une téléconsultation, il n'y a pas une seule solution. Il y a une multitude d'outils disponibles que vous pouvez voir sur la droite de votre écran, et notamment l'outil Médecin Direct, qui est celui qui vous est mis à disposition par votre mutuelle Aesio, donc qui permet de se connecter en visio
et d'avoir accès à un praticien qui va pouvoir vous examiner. On me demande dans le chat si on reçoit l'ordonnance par mail. Alors, c'est soit par mail, soit par des messageries sécurisées, mais effectivement, comme il n'y a pas une ordonnance papier, on est à distance, on reçoit cette ordonnance, effectivement, de manière électronique. Il faut savoir que par rapport à ces téléconsultations, même si on peut imaginer que c'est quelque chose qui a permis de réduire la fracture numérique pour les personnes qui sont éloignées de leurs praticiens, en fait, on constate que ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé, à savoir que 70% des patients qui font des téléconsultations résident en fait dans des grands pôles urbains, donc qui sont a priori assez bien dotés en termes de densité en médecins. Peut-être qu'il y a peu de rendez-vous disponibles, mais en tous les cas, il y a des médecins autour d'eux, mais ils optent quand même pour la téléconsultation. Et en plus, ce sont quasiment à moitié des patients de 15 à 44 ans, donc on peut imaginer plus en mesure de se déplacer que des personnes plus âgées qui optent pour la téléconsultation. Donc, à nouveau, un usage pratique, mais qui finalement est saisi plutôt par les personnes qui étaient déjà capables de se servir du numérique avant ces innovations. Et pour revenir au sujet de la question, la téléconsultation est effectivement prise en charge de la même manière qu'une consultation en présentiel, avec des petites conditions tout de même, c'est-à-dire qu'il faut respecter le parcours de soins. Si on veut voir un spécialiste en téléconsultation, il faut d'abord passer par son médecin traitant. Et même si on fait une consultation à distance, l'idée n'est pas forcément de consulter un médecin qui se trouve à l'autre bout de la France, parce que si jamais, à un moment donné, il a besoin de vous rencontrer en personne, eh bien, il va vous convoquer à son cabinet, et à ce moment-là, il va falloir s'y rendre en présentiel. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire des téléconsultations à proximité de votre domicile. Germaine nous demande dans le chat, mon généraliste peut faire de la téléconsultation? Eh bien, j'ai envie de dire, il faut lui demander, parce que tous les médecins n'ont pas forcément opté pour ce type de consultation, mais c'est quelque chose qui se développe, donc c'est tout à fait possible que lui ait opté pour un outil de téléconsultation. Alors, voilà pour ce sujet. J'ai une dernière question à vous poser dans cette première phase. On va prendre un peu de recul par rapport aux usages très précis dont on vient de parler, et on va parler des données personnelles de santé. Donc, selon vous, qu'est-ce que sont les données personnelles de santé? Est-ce que vous pouvez, par exemple, citer des exemples de données personnelles de santé, ou bien même tenter une définition générale de ces données? J'attends vos réponses sur WooClap ou sur le chat pour ceux qui préfèrent. Et en attendant, je fais une parenthèse. Evelyne nous dit une consultation à distanciel peut minorer ou exagérer les symptômes d'un malade. C'est très juste. La téléconsultation, pour certaines choses, peut remplacer aisément la consultation en présentiel, mais effectivement, c'est parfois plus compliqué pour un praticien d'examiner un patient sans le voir en présentiel. Alors, Zaina nous dit ce sont les données en lien avec l'état de santé, maladie, résultats d'examen, résultats d'analyse, tout ça c'est très juste. Les différentes pathologies déjà rencontrées, donc là plutôt le passé, c'est juste. Les données biométriques, c'est tout à fait ça. Numéro de sécurité sociale, les ordonnances, les résultats d'examen, bien sûr. La situation de handicap, tout à fait. Les antécédents. Toute donnée, donc là c'est une tentative de définition globale, toute donnée relative à la santé de sa personne, analyse, résultat d'examen, ordonnance, information sur des maladies, handicap, arrêt de travail. Très juste. Cliché de radio et d'IRM, ouais. Maladie connue, résultat d'examen. Ok. Bah, tout ce que vous dites, ça rentre tout à fait dans la définition des données personnelles de santé. Alors, une petite précision tout de même, pour qu'on parle de données personnelles de santé, il faut que ces données soient reliées à une personne et qu'elles soient identifiables. Donc, si par exemple, on a un résultat d'analyse avec absolument aucun nom, ce n'est pas une donnée personnelle de santé, mais bon, on se demande pourquoi on ferait ça. D'après la CNIL, les données à caractère personnel concernant la santé sont les données relatives à la santé physique ou mentale, parfois on oublie l'aspect mental, passée, présente ou future d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé. Donc, tout ce que vous avez dit à 99% rentre sous cette définition. Et donc,
Donc, ce sont voilà, toutes les données que vous avez pu citer. Ces données personnelles de santé, elles sont relativement bien encadrées, notamment par la CNIL qui définit le cadre dans lequel on peut les collecter. Elles doivent être adéquates, pertinentes, non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées. Donc, une application de programme nutritionnel, par exemple, n'a pas à vous demander si vous vous êtes cassé la jambe l'année dernière ou il y a 10 ans. A priori, ce n'est pas pertinent. Et ces données doivent être exactes, complètes et si nécessaire mises à jour et donc non pas obsolètes. Je passe rapidement là-dessus, mais pour vous assurer que vos données de santé sont entre de bonnes mains, l'Agence du numérique en santé a créé une certification qui certifie les hébergeurs de données, qui s'appelle la certification HDS, hébergeur de données de santé. Et donc, on vous a mis un lien dans le support sur lequel vous pourrez cliquer quand on vous l'a renvoyé pour en apprendre plus sur ce sujet-là. Et enfin, un point sur lequel je vais insister parce que c'est très important, quand on parle de données en ligne, et plus particulièrement sur le sujet de la santé, où on sent que c'est un point vraiment crucial, il y a des règles à respecter. Et ces règles, alors on pourrait en citer plus, mais là, on en a identifié 6 qui sont vraiment cruciales et qu'il faut suivre pour éviter les piratages. La première règle, c'est ne pas divulguer ses identifiants et ses mots de passe. Donc, on évite de l'écrire sur un carnet qui est posé à côté de son ordinateur ou le crier sur tous les toits. La deuxième règle, c'est en cas de doute, lorsqu'on reçoit un email, éviter de cliquer sur les liens. Quand on a des emails dits de phishing qui cherchent par exemple à imiter votre banque ou votre mutuelle, on aura souvent des liens dans ces emails, donc il ne faut pas cliquer dessus. La troisième règle, c'est passer directement par les sites officiels des administrations, des services de santé, des banques, des mutuelles pour réaliser les services auxquels vous souhaitez accéder. Donc, vous regardez dans votre navigateur, en haut dans la barre, il faut que ce soit le site officiel, en .gouv par exemple, ou si c'est Aesio, ça doit être vraiment écrit Aesio dans la barre, sinon c'est probablement un faux site. Quatrième règle, vérifier l'authenticité des interlocuteurs. Donc ça peut se voir typiquement avec l'adresse mail utilisée par la personne qui vous écrit. Il faut cliquer dessus et regarder à quoi ressemble l'adresse mail. Et si elle a une tête bizarre, il ne faut probablement pas se fier à cette personne. Et enfin, les règles 5 et 6 qui se rejoignent, c'est ne pas céder à la pression ou à l'urgence et en cas de doute, arrêter toute démarche. Donc vraiment, quand on a des tentatives de vol de données, souvent les pirates essayent de jouer sur la panique de la personne qui reçoit ces mails-là. Et donc, il faut vraiment prendre son temps, analyser, garder la tête froide et voir si le message que vous recevez est digne de confiance. Pour creuser ce sujet-là, on va vous partager avec le support aussi un document Aesio Mutuel qui est très bien fait, qui est un guide sur les 10 mesures essentielles pour assurer votre sécurité. Donc, c'est pour aller encore plus loin que ces 6 règles-là. Et je vous inviterai à le consulter pour en savoir plus. Alors, est-ce que là-dessus, il y a déjà des questions que vous souhaiteriez poser peut-être dans le chat ? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Donc là, on a fait quand même un tour assez complet de la thématique de l'e-santé. Maintenant, je vais vous proposer des ressources que nous, on va vous mettre à disposition qui vont vous permettre de réaliser plus facilement ces démarches liées à la e-santé. Donc, ces ressources, elles sont regroupées sur une plateforme qui s'appelle Les Bons Clics. Les Bons Clics, c'est une plateforme gratuite qui a été développée par WeTechCare et qui permet de consulter des ressources et d'échanger autour de l'inclusion numérique. C'est gratuit, c'est ouvert à tous et vous y trouverez des ressources clés en main, une cartographie des acteurs de l'inclusion numérique, des outils pour diagnostiquer votre niveau relativement au numérique et aussi un espace média qui vous permet de vous informer sur plein de sujets, y compris la e-santé. Et pour vous donner une petite idée, grâce à cette plateforme, ce sont plus d'1 million d'apprenants sur le numérique qui ont été accompagnés. Au niveau des ressources qu'on peut trouver sur les bons clics, on va avoir des ressources très diverses qui concernent tous les aspects du numérique, que ce soit prendre en main l'ordinateur, communiquer sur Internet, gérer son argent, accompagner ses enfants, etc.
trouver un itinéraire, rechercher un emploi, protéger ses données et aussi se soigner. Donc là, on retrouve la thématique de la e-santé. Et c'est ce point-là, bien sûr, qu'on va développer spécifiquement aujourd'hui. Pour accéder à la plateforme Les Bons Clics, il faut créer un compte. Donc pour ça, il faut s'inscrire. C'est un compte qui est totalement gratuit. Et je vais vous mettre de ce pas le lien d'inscription dans le chat. Vous n'êtes pas obligé de faire la démarche tout de suite. Hein. Ça demande quelques clics. C'est assez simple, mais ça demande quand même quelques clics. Je vous invite à le faire plutôt dans la foulée du webinaire. De toute façon, ce lien, on vous le renverra. Donc, vous cliquez sur ce lien et vous arriverez sur une interface d'inscription qui ressemble à ce que vous pouvez voir sur la droite du visuel. Vous créez un compte avec votre nom, votre prénom, un mail ou un numéro de téléphone, un mot de passe et c'est terminé. Vous avez accès à l'ensemble de ce qu'on appelle l'espace apprenant de la plateforme Les Bons Clics. Donc, l'idée pendant ce webinaire, c'est que moi, je puisse justement vous faire un petit tour d'horizon de ce que vous trouverez sur cet espace apprenant qui s'affiche là en capture d'écran sous vos yeux et que je vais vous montrer en live en vous montrant vraiment à quoi il ressemble. Et à nouveau, n'hésitez pas. Alors, Germaine, le lien, il est juste au-dessus de votre message dans le chat. Il commence par lesbonsclics.fr, inscription apprenant, etc. Et si vous voulez, de toute façon, il sera dans le support et je vous le renverrai après. Donc, si vous voulez faire ça à tête reposée, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais vous partager mon accès à cet espace apprenant les bons clics. Donc, vous voyez ce que vous voyez en ce moment à l'écran, c'est la page d'accueil de cet espace apprenant. Donc, vous avez en haut un bandeau qui vous donne un peu les dernières nouvelles de l'inclusion numérique. Donc là, ce qu'on a souhaité mettre en avant dans un premier temps, c'est la participation au webinaire sur le numérique et santé, donc celui qui a lieu aujourd'hui. Et il y en aura 2 autres éditions, le 29 juin et le 4 juillet. Donc, ce bandeau, il est susceptible d'évoluer. Donc, quand il y aura de prochains webinaires, on les mettra aussi en avant à cet endroit-là. Donc, vous serez au courant des nouveautés. Et en dessous, pour découvrir le numérique en santé, on a regroupé 4 blocs de ressources. Donc, vous pouvez voir ce premier bloc webinaire, deuxième bloc, les services ASO mutuels, troisième bloc, fiches pratiques et formations, quatrième bloc, les enjeux de la e-santé. Et je vais détailler ce que vous allez retrouver derrière chacun de ces blocs. Donc, la première catégorie, vous l'avez vu, c'est webinaire, prochaine date et replay. Donc, c'est la page qui s'affiche sous vos yeux. Pour l'instant, en termes de replay, on n'a rien parce que c'est le premier webinaire de la série qui a lieu aujourd'hui. Mais dès la fin de ce webinaire, vous aurez la vidéo qui sera consultable directement sur cette page. Et au fur et à mesure de la réalisation des différents webinaires, notamment sur les nouvelles thématiques en septembre, octobre et novembre, les différents replays, donc les différentes vidéos de ces webinaires, les enregistrements, vont venir s'ajouter à cette page. Donc, vous pouvez toujours retrouver, si vous avez raté une info, s'il y a quelque chose qui vous semblait clair sur le coup, mais qui ne l'est plus quelques temps après, vous allez sur cette page, le bloc webinaire, et vous retrouvez les vidéos. Par ailleurs, on vous met en avant aussi les prochaines dates, donc les prochaines dates de webinaire. Donc, vous voyez, enjeux et bonnes pratiques, c'est celui qu'on est en train de voir aujourd'hui. Il aura à nouveau lieu fin juin, début juillet. Ensuite, Amélie et les plateformes de prise de rendez-vous mise en pratique le 19 septembre, les services ASO en ligne le 12 octobre et mon espace santé le 14 novembre. Donc, via cette page, vous avez des liens qu'on vous remettra aussi par mail qui vont vous permettre de vous inscrire au prochain webinaire de la même manière que vous vous êtes inscrit au webinaire de ce jour. Donc voilà pour l'interface webinaire. N'hésitez pas à me poser des questions en live dans le chat, je peux y répondre. Le deuxième bloc concerne les services ASO mutuels. Donc ces services ASO mutuels, ce sont des services en ligne auxquels vous avez accès spécifiquement parce que vous êtes adhérent à ASO. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est ouvert à tous. Et d'ailleurs, l'espace que je suis en train de vous montrer, vous n'y avez accès que parce que vous êtes adhérent à ASO et parce que vous aurez soit cliqué sur le lien que je vous ai mis dans le chat, soit participé à un webinaire, ce qui fait de vous les personnes qui pourront bénéficier de cet espace spécifique en ligne. Donc, concernant les services ASO mutuels qu'on vous présente, en fait, il y a plusieurs
Il y a plusieurs services qui sont mis en avant, je vais les détailler juste après. Et pour chacun de ce service, vous avez une description, donc c'est le petit texte que vous voyez à gauche, une vidéo qui dure jamais plus de 2 minutes, sur laquelle il suffit de cliquer pour avoir des informations très visuelles qui s'affichent, et aussi un bouton. Donc là, il est écrit « Accéder à votre espace adhérent » et ce bouton vous permet de vous rendre directement sur le site Aesio, pardon, pour l'espace adhérent, accéder à votre espace adhérent, éventuellement mettre à jour vos informations, etc. Et pour les autres services Aesio en ligne, pour en savoir plus sur ces services et avoir plus de détails que simplement les informations qui sont affichées sur cette page. Donc, s'il y a un blog qui vous intéresse, vous pouvez regarder la vidéo et vous pouvez creuser grâce au lien qui se trouve sur le bouton. Donc, dans ces services que l'on a choisi de mettre en avant dans cet espace, on a l'espace adhérent. L'espace adhérent, c'est vraiment là où vous gérez vos démarches en ligne liées à Aesio en toute autonomie, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, en ligne. On a aussi mis en avant le réseau de soins Aesio. Donc, ce réseau de soins, c'est celui qui vous permet d'avoir accès à toute une série de prestations médicales à des tarifs maîtrisés. Vous pourrez creuser en cliquant sur le bouton. On parle aussi de la consultation médicale à distance. Donc ça, on en a parlé un peu plus tôt dans le webinaire. Ce service-là, il va pouvoir vous permettre de faire des téléconsultations, comme on l'a décrit juste avant. Et enfin, les 2 derniers services qu'on met en avant, c'est le deuxième avis médical, avoir en moins de 7 jours un deuxième avis par rapport à une première consultation. Et enfin, Aesio Mutuel met en place toute une série d'initiatives en rapport avec la prévention et la promotion de la santé. Et grâce à ce petit bloc de texte et surtout aux 2 boutons, par exemple, voilà, si je clique sur le calendrier, vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des événements qui pourraient vous intéresser et qui sont liés à la prévention et la promotion de la santé. Je reviens à ma page d'accueil de l'espace apprenant. Le 3e bloc, il s'appelle ressources, fiches pratiques et formations. C'est vraiment celui-là auquel je faisais référence plus tôt quand je parlais de ressources pédagogiques qui vont pouvoir vous permettre de réaliser en toute autonomie vos démarches de santé en ligne. Donc, dans ce bloc, on a regroupé un ensemble de ressources, que ce soit des vidéos, des tutoriels, des PDF avec plein d'informations qui vont vous donner les moyens de réaliser des démarches en autonomie ou au moins d'y voir plus clair sur les points de blocage que vous pourriez avoir par rapport à Amélie, à mon espace santé, aux plateformes de prise de rendez-vous, etc. Donc, ces ressources, on les a regroupées en 4 blocs. Donc, vous voyez le bloc service en ligne à Aesio Mutuel. Ça, en fait, ça nous renvoie à la page qu'on vient de regarder juste avant. Il y a le bloc amélie.fr, le bloc prendre un rendez-vous médical en ligne, quelle que soit la plateforme, et aussi mon espace santé. Donc, pour détailler, si on rentre sur amélie.fr, vous voyez que là, vous avez accès à un tableau. Et ce tableau, c'est une série. Donc là, il y a 6 ressources. Alors, Sylvie nous dit que ce sont les mêmes web à différentes dates. Je ne suis pas sûr. Les mêmes webinaires. Le webinaire que vous êtes en train de suivre aujourd'hui, ce sera le même qui va être présenté le 29 juin et le 4 juillet. En revanche, en septembre, octobre, novembre, ce sont d'autres webinaires qui portent chacun sur un sujet spécifique. J'y reviendrai peut-être en fin de présentation. Donc, sur la page des ressources amélie.fr, vous voyez que là, vous avez différentes ressources dans le tableau qui sont classées par type. Donc, est-ce que c'est un tutoriel, c'est-à-dire un format plutôt interactif, ou est-ce que ce sont des ressources plutôt des vidéos que vous pouvez regarder en entier, sur lesquelles vous pouvez mettre pause, etc. Et donc, à chaque fois, vous avez le temps estimé de consultation de cette ressource. Par exemple, si je prends prendre en main le site amélie.fr, par exemple, et que je l'ouvre, vous voyez, donc là, c'est une ressource externe, en l'occurrence, qui a été créée directement par l'assurance maladie. Et vous voyez que sur cette page que je viens d'ouvrir, vous avez vraiment un guide complet du compte Amélie qui commence par la connexion au compte Amélie, qui continue avec la création d'un compte. Ensuite, on peut avoir un renouvellement de code si jamais on oublie son code. Comment est faite la page d'accueil, la visualiser, gérer ses rendez-vous, gérer ses paiements, etc. Je ne vais pas tout au bout du guide, mais vous voyez bien que c'est quelque chose de très complet qui a été fait par l'assurance maladie et on estime que pour vraiment le lire
il faut peut-être pas 1 heure, mais pour le lire et le mettre en pratique en parallèle avec une interface, il faut probablement 1 heure pour maîtriser toutes les notions. Donc là, en l'occurrence, on a à faire un tutoriel, donc étape par étape, comprendre les différentes fonctionnalités. Mais parfois, on a plutôt des vidéos. Donc là, je vous ai pas ouvert de vidéo, mais je pourrais voilà, cliquer sur celle-ci. Par exemple, comment récupérer son attestation de droit sur Amélie. Et donc là, s'ouvre directement un lien vers une vidéo qui dure 1 minute 30. Donc vous voyez, c'est très rapide et qui traite du sujet spécifique de l'attestation de droit. Donc si jamais c'est votre besoin à ce moment-là, vous allez sur votre espace apprenant, les bons clics ASO Mutuel, bloc Amélie, et vous cliquez sur comment récupérer son attestation de droit. Et la petite vidéo, normalement, doit vous aiguiller. En plus de ça, vous pouvez noter qu'en dessous du tableau de ressources, on a mis un lien. Pour mener toutes ces démarches, n'oubliez pas les 10 mesures essentielles pour assurer votre cybersécurité. Donc là, c'est le support, le guide ASO Mutuel dont je vous parlais un peu plus tôt au moment où on parlait de la sécurité des données. Donc si vous cliquez, vous avez accès à ce fameux guide qui est très bien fait et qui va vous donner de précieux conseils pour assurer votre cybersécurité, un sujet qui peut faire peur et sur lequel on est tous vulnérables. Donc, vous voyez, on a une série de 10 conseils qui sont d'abord succinctement présentés. Et ensuite, on a des fiches pratiques qui détaillent un par un chacun de ces conseils qui vont vous permettre de les mettre en application. Donc, voilà pour le bloc Amélie. À côté de ça, on a donc le bloc « Prendre un rendez-vous médical en ligne ». Donc là, un clic sur ce bloc vous fait accéder à la page que vous voyez actuellement. Donc là, on a choisi de diviser les ressources qui sont mises à disposition en 2 groupes. D'un côté, si vous n'avez pas encore de compte sur une plateforme, ça peut être Doctolib, ça peut être Médecin Direct, pour prendre des rendez-vous médicaux en ligne ou pour faire des téléconsultations. Et il y a aussi toute une série de ressources qui concernent les personnes qui ont déjà des comptes et qui veulent simplement s'améliorer dans leur usage de ces différentes plateformes. Donc là, par exemple, je peux vous montrer l'exemple de faire une téléconsultation sur Doctolib. Là, j'ai cliqué sur comment faire une téléconsultation sur Doctolib. Donc, vous voyez, là, on reste sur le site Les Bons Clics. Ce n'est pas une ressource tierce, c'est une ressource interne. Et on arrive sur un tutoriel pas à pas qui permet de, étape par étape, découvrir les différentes fonctionnalités de la téléconsultation et comment réussir à s'en servir efficacement. Donc, on commence vraiment par les bases. Qu'est-ce que la téléconsultation ? Il y a une petite vidéo de présentation qui permet de vous expliquer les enjeux de la téléconsultation. Ensuite, si vous cliquez sur « Continuer », vous arriverez sur un petit résumé avec des cases à cocher, etc. Donc, c'est extrêmement didactique. On est vraiment sur un support et c'est pour ça qu'on l'indique dans le temps de consultation qui peut mettre assez longtemps, au moins 1 heure à être déroulé. Voilà. Donc, pour vous montrer que si vous avez des besoins plutôt rapides ou plutôt longs, plutôt détaillés, vous pouvez choisir les ressources qui vous semblent être les plus pertinentes sur au moins le temps de consultation. Germaine nous demande dans le chat, peut-on faire de la téléconsultation de chez nous ? Oui, c'est l'objectif. Alors, ce n'est pas obligatoire. Il y a des cabines qui sont prévues, il y a des espaces qui sont mis à disposition dans certains endroits pour faire des téléconsultations. Mais si vous êtes équipé d'un ordinateur, d'une boîte mail, d'une caméra et d'un micro, vous pouvez faire les téléconsultations de chez vous avec un outil qui, a priori, vous sera proposé soit par votre mutuelle, soit par le praticien concerné. Voilà pour cet exemple de ressources. Je vais vous en montrer une autre peut-être. Voilà, activer son compte Médecin Direct. Donc là, vous voyez tout de suite, c'est une vidéo. Elle dure 2 minutes, moins de 2 minutes. Donc là, si vous êtes plutôt intéressé par Médecin Direct, typiquement parce que vous êtes adhérent à ASO et que vous allez utiliser cet outil, vous pouvez consulter cette vidéo qui dure moins de 2 minutes et qui va vous permettre de connaître les différentes étapes pour activer votre compte Médecin Direct. Je coupe le son, mais vous comprenez le principe. Très bien. Hop.
vous voyez, vous pouvez naviguer sur cet espace. C'est vraiment une arborescence assez simple de ressources. N'hésitez pas à aller chercher partout ce que vous y cherchez. Ouais. Nous passons par Doctolib pour avoir une téléconsultation chez soi. Ça va dépendre. En fait, ça va dépendre. Tous les médecins n'utilisent pas Doctolib et vous pouvez utiliser d'autres outils selon ce qui est utilisé par le médecin. Et donc, le dernier bloc de ressources pédagogiques auquel vous allez avoir accès, c'est celui « Activer et utiliser mon espace santé ». Donc, vous voyez, il se présente vraiment de la même manière que les autres blocs. À ceci près que là, on a surtout regroupé des ressources sous forme de PDF, donc sous forme vraiment de slides à consulter. Et ce qu'il y a de pratique, c'est que vous pouvez les imprimer si jamais ça vous rend service, comme ça, vous les avez sous la main. Et si on regarde, par exemple, j'ai sélectionné « Gérer mes documents ». Donc, c'est « Gérer mes documents sur mon espace santé ». On est vraiment sur une ressource pas à pas qui va vous permettre de, étape après étape, suivre avec les prérequis en début de procédure comment gérer vos documents sur mon espace santé. Donc là, ça fait 16 slides, mais en fait, vous allez voir que c'est vraiment très, très détaillé et que vous allez pouvoir le suivre pas à pas et en une demi-heure, peut-être, apprendre à gérer vos documents sur mon espace santé. Donc voilà pour les blocs de ressources pédagogiques que j'ai souhaité détailler. Après, il y a une dernière page à laquelle vous allez avoir accès avec votre espace apprenant à Aesio Mutuel, c'est la page article. Donc sur cette page article que vous voyez s'afficher à votre écran, on vous a proposé une série une dizaine d'articles qui sont à la fois rédigés par le média Les Bons Clics, donc c'est ceux que vous voyez s'afficher en vert ici, et aussi par les équipes d'Aesio Mutuel, donc c'est les liens qui sont en violet, et qui vont vous permettre de vous cultiver sur le domaine de l'inclusion numérique en rapport avec la e-santé, et peut-être de découvrir des problématiques qui sont liées à votre situation, de voir qu'il y a des initiatives qui existent pour vous accompagner sur la e-santé et qui pourraient vous intéresser. Donc là, j'ai fait le tour de ces 4 blocs qui s'affichent vraiment en haut de la page quand vous allez vous connecter à votre espace apprenant à Aesio Mutuel. Mais sachez qu'en tant qu'inscrit à la plateforme Les Bons Clics, en tant qu'apprenant, vous allez avoir accès aussi à tout le reste des ressources qui se trouvent sur cette plateforme. Et ces ressources, comme je l'ai dit précédemment, elles ne concernent pas que la e-santé, elles peuvent concerner la prise en main de l'ordinateur, le fait de gérer son argent sur Internet, la communication, prise en main de la tablette, faire des démarches, accompagner ses enfants sur les écrans. Toutes les problématiques liées à l'inclusion numérique sont traitées sur cette plateforme. Donc, bien sûr, en tant qu'adhérent à Aesio, on a mis en avant des ressources e-santé qui seraient pertinentes pour vous, mais n'hésitez pas à aller voir plus loin que ça et à regarder l'ensemble de ce qui se trouve sur cette plateforme. Voilà pour la démonstration. Pour résumer, l'espace apprenant à Aesio Mutuel dont je viens de vous faire une démonstration, il va vous permettre en premier lieu d'accéder directement à des ressources pour gagner en autonomie et en confiance sur la e-santé. C'est tout ce que je vous ai détaillé, mon espace santé, services Aesio Mutuel, tout ça. Vous pouvez découvrir les services en ligne spécifiquement mis à votre disposition par Aesio Mutuel. Vous pouvez consulter les replays des webinaires, donc celui qui est en train d'avoir lieu et aussi ceux qui auront lieu plus tard dans l'année. Et vous pouvez avoir accès à l'ensemble de la plateforme Les Bons Clics, avec toutes les ressources qui concernent la prise en main de l'ordinateur et les autres usages. Je suis arrivé au bout de cette présentation. Du coup, je pense que c'est peut-être le moment de faire une petite pause et vous demander, il est 15h tout pile, vous demander si vous avez des questions que vous souhaiteriez partager. Je sais qu'il y en a eu tout au long de la présentation, donc je pense que certains ont eu déjà des réponses. Mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez poser, soit via le chat, soit en allumant votre micro? Moi, je voudrais savoir, connaître la liste des médecins qui font de la téléconsultation, comment on peut la connaître, comment on peut savoir si un médecin fait de la téléconsultation? Alors, c'est une bonne question, Germaine. J'aurais tendance à prendre la problématique dans l'autre sens et de plutôt demander au médecin que vous souhaitez consulter si jamais il propose la téléconsultation.
Et en revanche, si vous rentrez plutôt par une plateforme type Doctolib, sur Doctolib, vous avez l'indication quand vous prenez rendez-vous. Vous pouvez savoir si ce médecin propose la téléconsultation et si oui, à quelles conditions et pour quel type de consultation. J'ai vu que quelqu'un tout à l'heure parlait dans le chat de renouvellement d'ordonnance. Ça, c'est typiquement le cas où ce sera proposé. Pour certains examens plus détaillés, ce ne sera pas toujours possible. Et le paiement, il est par carte bleue quand on le fait chez soi, c'est par le biais du téléphone? Ce sera par en fait, les interfaces de téléconsultation incluent justement une brique liée au paiement, et c'est comme ça que vous pouvez régler votre consultation. D'accord. Donc par carte bancaire. Et la plupart du temps, ce sera par carte bancaire. Après, c'est pas la règle générale, mais rien n'empêche typiquement un médecin traitant qui vous connaît bien de gérer à sa manière ses paiements. Ça devient de plus en plus rare, mais il y a certains médecins qui n'acceptent pas la carte bleue, qui parfois se font régler par chèque la plupart du temps, par virement, qui vont, entre guillemets, bricoler une solution, ils vous connaissent, ils vous font une téléconsultation et ensuite ils gèrent le paiement en parallèle. Mais aujourd'hui, les solutions existantes, normalement, prennent en compte cet aspect-là. D'accord. On peut avoir une téléconsultation par un médecin qu'on ne connaît pas, qu'on pourrait trouver sur la liste de Doctolib. C'est possible aussi. Oui, tout à fait, ouais. Ça, c'est chaque. Alors moi, je ne suis pas médecin, mais c'est les médecins qui définissent leurs critères. Après, ça va dépendre effectivement du contenu de la consultation et de si eux ont choisi ou pas d'utiliser un outil de téléconsultation. D'accord. Alors, Florence nous dit « Je suis sur un secteur où il manque des médecins généralistes. La téléconsultation, c'est la solution pour les personnes sans médecin référent. » Alors, normalement, la téléconsultation, elle s'inscrit tout de même dans le parcours de soins, donc en passant via le médecin traitant. Après, il y a certaines exceptions qui sont détaillées. Je pourrais vous mettre un lien dans le support parce que, pour le coup, c'est un peu détaillé comme question. Certaines exceptions qui sont listées par l'assurance maladie de cas où la téléconsultation est remboursé même si on ne suit pas exactement le parcours de soins. Et là, je ne préfère pas dire de bêtises, donc je vous rajouterai un lien dans le support pour voir exactement les modalités. Moi, je voulais savoir concernant le pharmacien, puisque parfois, il y a des pharmaciens qui nous préparent les piluliers, quoi. Donc, s'il y a un lien direct en téléconsultation, si l'ordonnance est envoyée directement au pharmacien pour qu'il puisse faire le pilulier qui sera livré ensuite chez la personne malade. Alors, pour nous, enfin, je vous parle surtout parce que je suis aidante familiale, c'est pour ça. Voilà. D'accord. J'ai pas cette information. Je suis désolé, c'est un cas que je ne connais pas. Ce qui est sûr, c'est que l'envoi d'ordonnance au terme de la téléconsultation est possible via les outils, c'est-à-dire que le patient ou la personne qui gère la téléconsultation côté patient reçoit l'ordonnance. Après, est-ce qu'elle est communiquée directement au pharmacien? Ça, je ne sais pas sur ce point-là. Oui, après, c'est peut-être à nous de l'envoyer au pharmacien, puisque c'est dans le même cadre que le médecin. Logiquement, on a une confiance qui s'établit entre lui et nous, quoi. Oui, enfin, voilà. En fait, là, on retombe dans un cas classique. En fait, si vous faites une consultation en présentiel et que vous avez une ordonnance, après, vous l'apportez au pharmacien ou vous l'envoyez, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais la téléconsultation ne se substitue pas à ce lien-là. C'est vraiment simplement l'acte de consultation qui est remplacé par un acte à distance, au terme duquel peut être rédigée une ordonnance. Voilà, donc ça reste le lien entre le médecin et le patient. Après, comment s'imbrique le pharmacien là-dedans, c'est là où moi, je ne connais pas ce niveau de détail. D'accord, merci. Merci pour votre question, en tous les cas. Et j'avais vu aussi tout à l'heure, quand on a parlé de mon espace santé, vous n'avez pas fait référence à la personne de confiance. Et il me semble que l'on peut la mettre. Il me semble. Ok. Là-dessus, en pour tout vraiment. Cas, sur le
l'ancien système, le dossier médical partagé, on pouvait mettre il y avait même une différence entre les tutelles, les personnes de confiance. Enfin, il y avait toute une batterie de personnes autour c'était notamment pour les personnes dépendantes, soit par le handicap, soit par l'avancée en âge. Donc voilà, donc j'ai vu que vous n'aviez pas fait référence à ça. Alors je me suis dit peut-être que c'est pas dans ce nouveau dispositif ou c'est peut-être parce que pour l'instant on n'en parle pas énormément de ce truc-là. Ouais, non, tout à fait. Mais, du coup, merci beaucoup pour cette nouvelle information. Là-dessus, j'aurais tendance à un peu botter en touche et à vous renvoyer vers le prochain webinaire qu'on va faire spécifique sur le sujet, sur mon espace santé. Vraiment, on va parler de ça et que de ça, donc très en détail, le 14 novembre. Et donc, à cette occasion-là, on aura une personne qui est vraiment chargée de faire les démonstrations de l'outil et même des dernières fonctionnalités, évolutions. Donc là, ça pourrait être intéressant. Enfin, moi, je vais reboucler avec elle justement pour transmettre ce que vous venez de me dire parce que c'est un sujet d'intérêt pour vous. Vraiment, là, on rentrera dans les détails. L'idée, c'était plus de vous présenter cet outil. Pour certains, vous aviez l'air de le connaître. Vous en avez parlé dans les messages. C'était pour vraiment faire la différence. On est sur un espace partagé, documentaire, messagerie, etc. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que Amélie. Voilà, déjà faire cette grande distinction. Et après, pour le détail des fonctionnalités, on y reviendra une prochaine fois avec largement ce niveau de détail. Ouais. Parfait, merci. Merci à vous. Ok. Ouais. Pouvez-vous me dire comment une personne qui est en CMU peut faire une téléconsultation et ne pas avancer les frais de la consultation? Là, je pense que c'est quelque chose qui va être traité directement par le médecin et savoir si c'est pris en charge de son côté par son outil ou par sa manière de gérer les personnes avec la CMU. Donc ça, ce ne sera pas à la main de l'utilisateur a priori. C'est plutôt, je ne sais plus qui tout à l'heure demandait la liste des personnes qui font les téléconsultations des médecins. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ça, c'est une information qui sera détenue par le médecin. Et a priori, en tant que patient, vous n'êtes pas tenu de dérouler vous-même ce processus et c'est plutôt au médecin quand il va fournir l'outil, le lien pour faire sa téléconsultation, de communiquer ces informations-là. Donc pour moi, c'est… globalement, je voulais simplement savoir si une personne en CMU pouvait bénéficier d'une téléconsultation, puisqu'elle n'avance pas les frais habituellement. Quand elle va dans un cabinet physique, elle n'avance pas les frais de sa consultation. Donc là, est-ce que c'était pareil, puisque vous m'avez répondu que c'était le médecin qui allait gérer ça? Est-ce que par rapport à ce que la personne en CMU va lui délivrer comme de par sa situation à ce point de vue-là, c'est lui qui va se débrouiller pour se faire payer directement par la Sécu? Voilà, c'était ça le fond de ma question. Ok, écoutez, je vais creuser ce sujet spécifique. Pareil, je ne veux pas dire de bêtises pendant le webinaire, donc je vais regarder plus spécifiquement et je vous rajouterai une ligne là-dessus dans le support. Comme ça, quand vous le recevrez, il y aura la réponse. Enfin, ou au moins un lien qui décrit la situation. Merci. Je vous en prie. Il est 15h10, je suis désolé, je vais passer à la suite. Alors en fait, on est déjà à la fin, mais je vais quand même vous annoncer la suite des événements. Alors c'est bien, on a eu le temps d'échanger. Je vais vous demander à nouveau une petite participation sur le WooClap. Donc je ne sais pas si ceux qui l'ont utilisé tout à l'heure ont toujours l'onglet ou le smartphone ouvert à côté. C'est juste pour avoir vos retours sur ce webinaire. Donc j'affiche la question en live. Voilà, vos retours à chaud, si vous pouvez prendre une minute pour nous dire, afin qu'on améliore ce webinaire, quelque chose que vous avez particulièrement apprécié, quelque chose sur lequel on pourrait creuser ou qu'on pourrait améliorer. Et puis aussi, en 2 mots, est-ce que maintenant que vous avez suivi ce webinaire, est-ce que vous y voyez plus clair sur les démarches en ligne? Donc, je vais laisser tourner
l'interface WooClap en fond. Et si ceux qui sont connectés peuvent prendre 1 minute ou 2 ou se reconnecter à l'interface WooClap pour nous laisser un message, ce serait bien apprécié. Dans tous les cas, on vous enverra un petit lien aussi dans le mail après le webinaire pour recueillir vos impressions. Je vois qu'il y a quelques participations déjà. Merci à ceux qui ont mis un petit mot. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et en parallèle, pendant que ceux qui sont connectés écrivent sur le WooClap, moi, je vais vous annoncer les prochaines étapes suite à ce webinaire. Donc, vous allez recevoir un email contenant le support que je viens de vous présenter au format PDF avec les petits liens que je me suis notés là pour les questions un peu spécifiques, type ajoute une personne de confiance sur mon espace santé et téléconsultation pour les personnes qui bénéficient de la CMU. Je vous invite à créer votre espace apprenant sur les bons clics pour aller au-delà de la simple démo et bénéficier de toutes les ressources que je vous ai présentées grâce au lien qui sera dans le support que je vous ai mis dans le chat et que je peux même vous recopier dans le chat. Comme ça, ça va le faire remonter. Le voici. Et enfin, je vous rappelle le programme des prochains webinaires We Take Care à Aesio Mutuel. Donc, il y aura fin juin, début juillet, à nouveau des éditions du webinaire que vous venez de suivre, mais c'est moins intéressant pour vous. Mais le 19 septembre, un webinaire spécifique sur Amélie et les plateformes de prise de rendez-vous. Le 12 octobre, un webinaire spécifique sur les services en ligne Aesio Mutuel. Et le 14 novembre, un webinaire spécifique sur mon espace santé. Donc, que ce soit pour Amélie, Aesio Mutuel ou mon espace santé, on aura des spécialistes du sujet qui vont intervenir pendant les webinaires. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions. Ils vous présenteront en détail les fonctionnalités, les possibilités des différents outils. Ils ont l'habitude de les présenter à des utilisateurs. Donc, vraiment, ce sera très formateur pour tous ceux qui participeront. Je vous invite à vous y inscrire. On mettra les liens d'inscription dans l'email qui va partir suite à ce webinaire. Et vous pourrez juste cliquer là sur le support sur « Je m'inscris » et vous arriverez sur la page qui présente tous ces webinaires. Je vous remercie pour votre participation active à ce webinaire. J'espère que vous aurez appris des choses utiles que vous pourrez appliquer dans votre vie de tous les jours. Et j'espère vous revoir en septembre au prochain webinaire. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et un bon été. Au revoir.